Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. En présence de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, se sont déroulées les funérailles de feu Aïcha Al-Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi. La défunte a été inhumée au cimetière Al-Rahma à Casablanca. Parcours d'une grande dame animée par les valeurs du patriotisme et de l'appartenance. L'université marocaine se métamorphose pour être en phase avec la technologie et l'intelligence artificielle et pour répondre aux exigences du marché de l'emploi et des opérateurs socio-économiques. La rentrée universitaire se fait sous le signe de l'innovation, tout un plan national et décliné pour atteindre les objectifs escomptés. L'activité touristique se maintient contre vents et marées à Marrakech. Plusieurs touristes internationaux y savourent le soleil des derniers jours du mois de septembre. Pour certains, c'est même le moment d'être à Marrakech et d'y confirmer l'élan mondial de solidarité suite au séisme d'Al Haous. Bonsoir, je vous disais en titre, les funérailles de feu Aïcha Al-Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, ont eu lieu aujourd'hui à Casablanca en présence de son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Les obsèques de feu Aïcha Al-Khattabi se sont déroulées en présence des membres de sa famille, de ses proches et de plusieurs personnalités. Les développements tout de suite en compagnie de Boubkar Verghabret. Dans une atmosphère empreinte de piété et de recueillement, se sont déroulées cet après-midi les obsèques de feu Aïcha Al-Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, en présence de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. Après les prières d'Ad-Dohr et du mort, la dépouille de la défunte a été inhumée au cimetière Al-Rahma à Casablanca. La mise en terre de la défunte a eu lieu en présence des membres de sa famille, de ses proches et de plusieurs personnalités. Ce fut une femme au grand cœur. Elle était aimée de tous, une grande dame animée par un sens élevé de patriotisme, d'amour inconditionnel pour son pays et le respect des engagements qui étaient les siens et qu'elle a su transmettre à ses enfants. Feu Abdelkrim Al-Khattabi, Feu Mohamed Boujibar et leurs compagnons de lutte se sont élevés contre l'occupant pour l'indépendance du Maroc et son intégrité territoriale. Feu Aïcha Al-Khattabi, fille de Feu Abdelkrim Al-Khattabi, un des symboles de la lutte pour l'indépendance du Maroc, n'a cessé, comme son défunt père, à s'engager et à lutter pour les mêmes valeurs que son père. Feu Aïcha Al-Khattabi est décédée hier à Casablanca à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Née en 1942, elle a vécu et étudié en Égypte avant de regagner la mère patrie après le décès de son père, valeureux résistant, Feu Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi en 1963. Titulaire d'un baccalauréat de l'American College for Girls du Caire, la défunte avait occupé de son vivant le poste de conseillère à la fondation Mohamed Abdelkrim Al-Khattabi. Le parcours remarquable d'une femme viscéralement attachée à sa patrie et aux valeurs sacrées de la nation, Iman Ablo dresse son portrait. Aïcha Al-Khattabi, la cadette du valeureux résistant Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, figure de proue de la bataille d'Anouel. Née en 1942 en plein exil imposé par l'occupant français à son père à l'île de la Réunion à l'océan Indien, elle accompagne ensuite sa famille au Caire, où il a eu son baccalauréat à l'American College for Girls. De son vivant, elle a été témoin d'une série de rencontres, d'événements historiques et d'épopées héroïques du peuple marocain lors du combat pour l'indépendance et l'unité nationale. La rencontre historique entre feu Sa Majesté le roi Mohamed V et la grande figure de résistance feu Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi en Égypte en 1960 est une étape clé que la défunte a toujours évoquée avec beaucoup de fierté dans ses mémoires. Au décès de son père en 1963, elle rejoint la mère patrie et milite pour faire connaître tout un pan de l'histoire du Maroc face à l'occupation pour l'émancipation. À son retour au Maroc,
La défunte occupe le poste de conseillère à la fondation Mohammed Ben Abdelkrim Al-Khattabi et œuvre pour la sauvegarde d'un chapitre radieux de notre histoire, la célèbre bataille d'Anouel, sous la conduite de son père, infligeant une défaite cuisante à l'armée espagnole. Parler de feu Aïcha Al-Khattabi renvoie à la mémoire de son père, le grand résistant feu Mohammed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, dont l'héroïsme et le nationalisme sont toujours aussi vivaces dans l'esprit de tous les Marocains. Durant l'exil, la défunte a été sa compagne intime et à son retour au Maroc, elle a milité pour la défense de l'intégrité territoriale du royaume. Aïcha Al-Khattabi a joué un rôle crucial dans la promotion de la mémoire de la résistance à travers les activités qu'elle initiait un peu partout au profit des médias et sa participation à de nombreux événements à vocation historique et culturelle. Feu Aïcha Al-Khattabi était une femme pieuse, connue pour ses qualités morales, son patriotisme sincère et son militantisme pour la préservation des constantes religieuses et nationales. Le 30 juillet 2018, la défunte est reçue en audience par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône, témoignage de la haute sollicitude royale envers tous les enfants de la patrie. Aïcha Al-Khattabi a servi son Maroc natal. Au lendemain des événements d'Al-Husseima, la défunte est le symbole de la femme marocaine, voix de la sagesse et de la raison. En effet, elle était pétrie de patriotisme et s'est illustrée par son audace face aux agitateurs lors de ces événements qui tentaient de pure perte d'instrumentaliser le nom de son père afin de semer la division entre les enfants d'une même patrie. Depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, il ne cesse d'entourer de sa bienveillance la région du Rif, ce qui a eu un impact positif sur le processus de la réconciliation, un processus qui repose essentiellement sur la mémoire. L'intérêt royal a été également témoigné aux membres de la famille de Mohammed Ben Abdelkrim Al-Khattabi. Des membres de sa famille ont été reçus par le souverain, une marque éclatante qui renvoie à la volonté de sauvegarder une histoire commune. À bien des occasions, la défunte a mis en avant l'intérêt particulier dont jouit la région du Rif auprès de Sa Majesté le roi Mohammed VI et la haute sollicitude que le souverain témoigne à sa population. C'est à Casablanca que Aïcha Al-Khattabi est rappelée à Dieu, là où les Casablancais lui ont toujours témoigné beaucoup d'affection et de respect, tout comme à son mari qui exerçait en tant que médecin dans la métropole économique durant de longues années. Et c'est toujours à Casablanca que cette femme fière et altière est inhumée, une terre qu'il a accueillie avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, et qu'il a accompagnée à sa dernière demeure. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. Le conseil de gouvernement réuni aujourd'hui a approuvé le projet de décret fixant le salaire minimum légal pour les activités agricoles et non agricoles. Présenté par le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Ce projet de décret vise à approuver une augmentation de 5% du salaire minimum légal dans les activités agricoles, mais aussi non agricoles, et cela à compter du 1er septembre de cette année 2023. Le Conseil de gouvernement, réuni aujourd'hui, a également approuvé le projet de décret relatif à l'application des dispositions de la loi concernant le code de la route et l'enseignement de la conduite. Ce projet se veut une réponse aux besoins des professionnels du secteur afin de mieux encadrer la profession, de fournir un nombre suffisant de moniteurs et de suivre le rythme d'obtention, c'est cela, d'autorisation et d'exploitation des auto-écoles au Maroc pour une meilleure gestion de ces établissements. Petit à petit, la vie reprend son cours normal dans les montagnes de l'Atlas, où le séisme a été des plus dévastateurs. Plusieurs localités sinistrées de la province ont retrouvé leur animation d'avant le séisme. Idem pour les habitants. C'est un reportage signé Ahmed Hamri, Leila Asli, avec un commentaire de Zakaria Moqinbillah. Nous sommes dans la commune rurale Tizguine, située à 9 km d'Amzmez. Pour la population, les impacts du séisme se font toujours sentir. Pourtant, les habitants tentent petit à petit de reprendre le cours normal de leur vie. Commerçants, artisans et professionnels ont rouvert leurs échoppes.
Les choses s'améliorent progressivement. Les habitants se sont faits à cette catastrophe. Ils reprennent leurs activités. Dans notre quartier, la vie reprend son cours. Par contre, dans certains quartiers qui ont subi de grands dégâts, ce n'est pas encore le cas. Dieu merci, la vie reprend son cours. Cela a été possible grâce à la solidarité des Marocains, ce qui nous a beaucoup réconfortés. Les habitants tentent d'oublier un tant soit peu les dégâts subis. Les moyens de transport ont également repris de l'activité. Ces grands taxis transportent de nouveau les clients vers différentes directions de la région. Les grands taxis ont repris leur activité comme auparavant. À Tizguine, toutes les directions sont desservies. C'est pareil à Marrakech. Bus et taxis sont en service. Le plus important est que la plupart des activités ont retrouvé leur cours normal. 12 jours après le terrible séisme de la province d'El Haouz, la vie a donc repris un semblant de normalité. En dépit de l'ampleur des dégâts et des pertes, la solidarité avec les habitants des zones sinistrées a été un facteur important pour aider les populations à dépasser cette épreuve. Et je vous rappelle qu'en prolongement des hautes directives royales lors des réunions du 9 et du 14 septembre, eh bien, une troisième séance de travail s'est tenue hier pour poser justement les jalons d'un programme réfléchi, intégré et ambitieux destiné à apporter une riposte forte, cohérente, rapide et volontariste au profit des populations et des zones sinistrées. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Tarek El-Khel, enseignant d'économie à l'université Mohammed V de Rabat. Professeur El-Khel, bonsoir. Bonsoir. Professeur El-Khel, bienvenue. Comme nous venons de le voir dans le reportage, tout un programme de reconstruction a été annoncé pour les régions sinistrées par ce séisme, ce tremblement de terre du 8 septembre. On est déjà, on peut dire, dans une phase de reconstruction avec déjà une feuille de route d'une part très claire, bien précise, un programme ambitieux et intégré, mais aussi avec un échéancier et un budget prévisionnel de 120 milliards de dirhams. Quelle lecture vous en faites tout d'abord? Bien sûr, tout d'abord, les instructions royales sont concrétisées maintenant, actuellement, avec un programme stratégique qui s'étale sur 5 ans, avec une enveloppe budgétaire de 120 milliards de dirhams, incluant pour l'essentiel le budget de l'État, aussi les collectivités locales, la coopération internationale, mais aussi le fonds Hassan II pour le développement. Et cette stratégie-là, elle émane justement, succèdent les plans de courte durée, à savoir de pouvoir ce qu'on appelle de pouvoir amener une aide d'urgence aux régions sinistrées, et par la suite la phase de la reconstruction. Mais ce plan, il étaye, il émane ce qu'on appelle l'attractivité au-delà de la reconstruction de la région, mais aussi un véritable plan dans le cadre du développement durable qui s'intègre dans la logique de la population qui aux alentours de plus de 4 millions d'habitants. Et ça, la réactivité suivant les coutumes, suivant les normes sociales instaurées, surtout dans les régions suivant montagneuses. Les caractéristiques aussi architecturales. Bien sûr, on n'oublie pas que cette région-là ne cesse parce qu'elle abrite un capital qui est le capital immatériel. Et justement, ce qu'on appelle le plan de développement qui a été initié par Sa Majesté insiste sur l'individu en tant que centre, l'épicentre pour pouvoir tout développement. Et la réussite de chaque développement, elle se fait par l'intermédiaire. D'ailleurs, dans ce sens, soulignons-le, ou alors rappelons-le, Sa Majesté le roi Mohammed VI insiste sur l'écoute permanente des populations dans ce chantier qu'est la reconstruction. Bien sûr, parce que l'écoute, ça amène d'une approche ascendante, à savoir qu'à l'écoute, les besoins spécifiques de population doivent être traduits en urgence, par efficacité, en politique publique intégrée qui intègre un ensemble d'acteurs nationaux, régionaux, mais aussi locaux. Parce que sans cette écoute, on ne peut pas élaborer une politique publique efficace et qui a un rendement et qui a un impact efficient sur le terrain. Et justement, Sa Majesté, dans sa 3e réunion de travail, il insiste sur le fait que l'individu doit, et tous les programmes de réactivité... Qu'il soit partie prenante de ce chantier. Bien sûr,
partie prenante, mais aussi de prendre en considération ce capital immatériel qui est concrétisé et les spécificités de ces régions, à savoir que c'est des régions montagneuses qui ont des normes et des codes sociaux qui sont spécifiques à eux, mais qui doivent aussi contribuer à ce développement, le développement qui a été dessiné par Sa Majesté dans le cadre de développement ou le modèle de développement marocain. Professeur El-Khel, vous l'avez souligné il y a quelques instants et je vous reprends par rapport à cela. Cela va au-delà d'un chantier en fait de reconstruction, car il ne s'agit pas seulement de reconstruire ou alors réhabiliter les maisons effondrées de manière complète ou alors de manière partielle. On est aussi dans une dynamique une renaissance socio-économique pour la région, et je reprends les mots qui reviennent ou alors sur lesquels insiste Sa Majesté le Roi. Résorption des déficits sociaux dans les zones montagneuses affectées par le séisme, ça d'une part. D'autre part, l'encouragement de l'activité économique et de l'emploi, ainsi que la valorisation des initiatives locales. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce sens, professeur El-Khel? Bien évidemment, ce plan de reconstruction, la durée, sa portée, c'est une année, ou voire plus, une année et demie. Mais le plan stratégique initié par Sa Majesté, c'est un plan stratégique qui s'étale sur 5 ans, à savoir de redynamiser ces régions-là en gardant leurs propres spécificités, tout en créant un certain nombre d'activités qui sont d'abord générées par rapport, pourquoi les initiatives locales? Parce que essentiellement ces régions, on en sait qu'ils ont 2 activités majeures, à savoir l'agriculture et le tourisme responsable ou durable. Et justement, l'approche de Sa Majesté s'inscrit dans son développement durable, en prenant en considération 3 dimensions, à savoir la dimension économique, la dimension sociale, mais aussi la dimension écologique, de pouvoir préserver et de ne pas dénaturaliser cet espace écologique qui est spécifique à ces régions-là. Et de pouvoir... Parce qu'on a des environnements qui sont quasiment vierges, plus on va, plus on monte dans les montagnes. Et ça, c'est des opportunités que ces régions disposent à explorer et qui sont génératrices économiquement, mais aussi en termes d'emploi, de création d'emplois. Parce que quand on parle actuellement de tourisme responsable ou durable, ça veut dire que ça interroge, ça évoque la préservation de ces régions-là, tout en les dotant, bien évidemment, des structures ou d'infrastructures moderne, et pour pouvoir... et ça séduit, il y a une clientèle au niveau national, mais aussi international. Bien sûr, la clientèle, elle est toujours désireuse d'aller découvrir ce qu'on appelle et explorer les horizons sur lesquels ils ont des coutumes, des normes sociales qui sont tout à fait différentes des leurs, mais aussi qui sont préservées dans ces régions-là. Sans oublier que l'on a le Toubkal dans cette région, plus haute montagne de l'Afrique du Nord, qui attire des dizaines, voire des milliers. Et tous les trajets que le Toubkal il offre, bien évidemment, sur le plan, il n'y a pas que touristique, mais aussi cette préservation et les réserves naturelles dont elles abritent ces régions-là, qui sont jusqu'à maintenant préservées. Il y a des lacs d'altitude, il y a des... il y a de la flore, il y a de la faune, il y a des oiseaux migrateurs, il y a un ensemble de... Une richesse extraordinaire. De richesse, mais aussi l'humain, puisque c'est le capital immatériel dont on dispose. Et l'humain qui préserve ses propres coutumes, ses propres traditions. Et c'est pour cette raison-là avec une simplicité, hospitalité légendaire, bien sûr. Bien sûr, l'hospitalité, la fameuse hospitalité marocaine, mais aussi dans cette préservation d'un ensemble de traditions que la région, les régions ou les provinces qui sont touchées, ils en disposent. Et d'ailleurs, mais aussi, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante par rapport à ça, c'est qu'il y a des écarts. Malheureusement, il y a des écarts de régions que le souverain, il l'a souligné dans sa feuille de route, à savoir les écarts en termes d'infrastructures, en termes d'éducation. Sa Majesté, il en parle souvent dans ses discours, les disparités territoriales. Qu'il s'agisse un vrai plan Marshall, si on ose dire, de développement territorial et régional qui est porteur de richesses, mais aussi de création d'emplois, tout en phase avec les richesses dont ils disposent les régions. Donc si je récapitule, professeur El-Khel, on a le relogement de manière provisoire, la reconstruction, la promotion d'une nouvelle dynamique socio-économique, capitalisation sur les acquis, ressources naturelles et tourisme vert. Mais il y a aussi, j'aimerais le souligner, un chantier
dans le chantier, celui du désenclavement de ces régions montagneuses. Et c'est tout un chantier, en fait, en chantier. Bien sûr, c'est un chantier qui interpelle les pouvoirs publics, notamment le gouvernement, à mettre en place des politiques publiques qui sont efficaces. Et d'ailleurs, dans la feuille de route, ce n'est pas par hasard que le fonds Hassan pour le développement va contribuer de 2 milliards. Parmi ces missions... En plus du fonds consacré au séisme. Consacré au séisme, ces fonds, il a dans ses missions de porter des subventions financières, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, que le fonds il dispose d'une expertise et d'un suivi d'exécution. Le dernier en date, c'est la réhabilitation et la mise à niveau des anciens médinas, notamment la médina de Marrakech, la médina de Rabat. Tout le monde maintenant, on sait comment ces anciens médinas s'étaient transformés. C'est grâce justement au suivi de ce fonds, avec les partenaires, bien évidemment, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Habitat et tout ça, tout en préservant cette richesse qu'on a comme capital immatériel. À préciser, professeur Khel, que certes, c'est la région d'El Haouz qui a sévèrement pâti, on va dire, des lourdes conséquences de cette tragédie, que ce soit en termes de perte de vie humaine, mais aussi les lourds dégâts matériels. Mais il faut savoir que ce plan, ça concerne en fait les 6 provinces affectées par ce séisme, avec au profit donc d'une population de 4,2 millions d'habitants. C'est important de le souligner. C'est exact, parce qu'il n'y a pas que la région de El Haouz, il y a Chichaoua, il y a Marrakech, il y a Taloudant, Azilal et Ouarzazate. Toutes ces régions, ils sont importantes dans le développement marocain, parce que quand on a comme stratégie le développement, ça veut dire on inclut l'ensemble des politiques, que ce soit économique, sociale, culturelle et environnementale. Et ces éléments et l'imbrication de ces éléments, ils vont sûrement contribuer à renforcer, voire améliorer les conditions de vie de ses habitants. Parce que la feuille de route, elle insiste davantage sur l'humain et sur les individus dans cette région. Si les individus, mais aussi la génération montante, pour faciliter l'accès aux écoles, pour lutter, ce sera aussi une manière efficace pour lutter contre le décrochage scolaire, dont le taux, malheureusement, reste élevé, relativement élevé dans les zones montagneuses et dans le milieu rural, professeur Khel. Bien sûr que le taux, là, le défi actuel, c'est de pouvoir valoriser ce qu'on appelle le capital humain. Là, heureusement, avec les efforts qui étaient consentis ces dernières années, on a pu réaliser ce qu'on appelle la généralisation de l'éducation. La généralisation de l'éducation, mais malheureusement, on n'a pas encore une cohorte des jeunes qui suivent leurs études jusqu'aux études supérieures. Et là, justement, tout le défi qui est apporté de pouvoir redynamiser ce qu'on appelle les villes de métiers et de compétences pour pouvoir attirer davantage ces jeunes, leur doter de compétences nécessaires que le Maroc a tout à fait besoin. Et renforcer les infrastructures nécessaires pour y arriver. Tout à fait, parce que l'essentiel des infrastructures dont dispose la région, c'est des infrastructures qui sont relatives à l'enseignement scolaire. Et l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle, il y a c'est à ce moment-là où il y a des décrochages. Merci professeur Khel, Tariq Khel, enseignant d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Merci pour votre invitation. Rentrée universitaire 2023-2024, elle se fait en tout cas sous le signe de la nouveauté. Elle connaît la mise en œuvre effective du plan national d'accélération de la transformation du système de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation aussi. Une nouvelle vision très ambitieuse. On en découvre tout de suite les principales mesures en compagnie de Boubkar Ben Ghabret avec Abir Melouki et Amina Mourid. 1,3 million d'étudiants rejoindront cette année les établissements universitaires, soit une croissance de 6,8%. La rentrée universitaire 2023-2024 se caractérise cette année par le déploiement opérationnel de plusieurs chantiers prioritaires du pacte ESRI 2030. Ces chantiers prioritaires ont trait aux dimensions pédagogiques, scientifiques et de gouvernance de la nouvelle dynamique de transformation dans laquelle est inscrite désormais l'université marocaine. مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح غادي تعرف واحد الجيل جديد
Les universités vont désormais abriter une nouvelle génération de centres de formation, des pôles d'excellence avec internat, ce qui permettra à un grand nombre d'étudiants d'avoir des parcours académiques de qualité. Pour accompagner les étudiants universitaires touchés par le séisme d'El Haouz, une série de mesures seront initiées en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une flexibilité dans les délais d'inscription sera accordée aux étudiants originaires des régions sinistrées. Autre mesure importante, une expertise des bâtiments universitaires qui peuvent présenter des fissures ou autres dégâts dans leur structure sera effectuée pour éloigner tout danger. La nouvelle rentrée universitaire connaîtra aussi le lancement de nouveaux parcours d'excellence à partir du Bac+2 dans les facultés à accès ouvert avec la création de 63 centres d'excellence. Et pour en parler plus longuement, avec nous sur le plateau, Madame Fatem Zahra Alami, vice-présidente de l'Université Hassan II de Casablanca et membre experte de la Commission sur la réforme universitaire. Madame Alami, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue Madame Alami. Avant de s'attarder sur les les principaux points de la réforme, comme nous l'avons vu dans le reportage, j'aimerais tout d'abord m'attarder avec vous sur les mesures urgentes qui ont été prises sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI au profit tout d'abord des étudiants universitaires relevant des zones sinistrées en ces temps de catastrophes naturelles. Très bien, merci. Et à l'occasion, en fait, je voudrais, si vous permettez, je porte tout notre cœur et la communauté universitaire porte toute sa pensée à ces familles endeuillées, à ces étudiants, enseignants et en fait à toutes les personnes qui ont été affectées par ce sinistre. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu déjà une note circulaire urgente ministérielle qui a été lancée par le ministère de tutelle suite déjà aux instructions royales. Et cette note ministérielle, elle porte sur toutes les mesures d'urgence qu'il faudra mener pour pouvoir aller dans le sens de porter soutien et support aux familles et aussi aux étudiants qui ont été sinistrés par rapport à ce séisme. Et donc, il y a beaucoup de directives et beaucoup d'actions qui ont été menées, déclinées au niveau de toutes les universités marocaines. Donc, ça concerne déjà le report des concours. Ça concerne également la prorogation des délais au niveau des inscriptions. Pour tous les cycles? Oui, en fait, pour tous les cycles au niveau national. Et ça a été reporté au niveau d'une semaine. Également, il y a eu une priorisation pour l'hébergement et pour la restauration de ces étudiants. Dans les cités universitaires? Dans les cités universitaires. Et il y a eu beaucoup de mobilisation des cellules d'écoute et de soutien psychologique pour ces étudiants qui sont endeuillés. Parfait. Là, on va aborder le volet de la réforme de l'enseignement supérieur dans sa globalité. Parlez-nous cette fois-ci, qu'est-ce qui a été fait de manière concrète? Et on commence par le cycle de la licence, c'est cela. En faveur, bien sûr, quand on parle de la licence, c'est en faveur des nouveaux inscrits, mais aussi des étudiants qui n'ont pas validé le premier et le deuxième semestre. C'est cela, en fait. Oui, je voudrais déjà dire par rapport à la licence, en fait, il s'agit vraiment d'une licence qui a été pratiquement cousue sur mesure parce qu'il y a tout un travail qui a été mené au niveau du terrain et cette fois-ci du bottom-up parce que tout le travail, il a été fait en termes de conception à travers tout le réseau des universités au niveau de tout le Maroc. Et c'est une licence qui est inclusive. Aucun champ disciplinaire n'a été laissé de côté et puis aucun aspect par rapport, par exemple, aux étudiants étrangers ou bien par rapport aux étudiants qui sont en situation de handicap et donc toutes les filières confondues. Il y a eu tout un travail qui a été mené au niveau du terrain. Alors, il s'agit bien évidemment d'une nouvelle architecture pédagogique qui est en parfait équilibre par rapport à tout ce qui est champ disciplinaire et matière disciplinaire, mais aussi à tout ce qui est matière et module d'accompagnement pour le développement de la personnalité de l'étudiant. Et là, on parle du Power Skills
Skills. Monsieur le ministre les appelle Power Skills. Finalement, ce sont des modules d'empowerment de les étudiants parce que ça permet de pouvoir les accompagner, notamment les modules de langue, les modules qui sont liés à tout ce qui est développement personnel et tout ce qui est lié également à la culture digitale, aux actions civiques citoyennes que les étudiants auront l'occasion de découvrir. C'est un programme qui a été décliné selon une approche participative de tous les acteurs concernés? Tout à fait. Toutes les parties prenantes ont été sollicitées, allant des présidents d'université jusqu'aux chefs département, doyens, enseignants et même des étudiants qui ont participé également quand il s'agissait des séances où on travaillait sur les modules, leur conception, notamment les modules qui concernent les Power Skills. Et selon l'esprit, les recommandations qui ont été émises dans le plan de développement national? Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, cette réforme, finalement, c'est une réforme qui est en parfaite déclinaison du nouveau modèle économique de développement. Parce que l'université, aujourd'hui, elle n'a pas juste un rôle pour former et former pour former. Aujourd'hui, elle a un rôle moteur pour accélérer et pour participer activement à la déclinaison du nouveau modèle économique de développement au Maroc. Et il doit être aussi à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'innovation. Alors tout à fait, en fait, il y a plusieurs actions qui ont été menées et plusieurs réflexions et déclinaisons de tout ce qui est aspect relatif à la digitalisation du système de l'enseignement. Et donc nous allons aujourd'hui, pratiquement tous les cours qui vont être dispensés au niveau des Power Skills, ils vont être dispensés en grande partie 70% en digital. Et donc les 15%, on va dire les 30% qui vont se faire en présentiel. Et il y a aussi tout ce qui est blended learning. Et puis, pour pouvoir aider ces étudiants à pouvoir assurer, aujourd'hui, un étudiant, une fois qu'il est inscrit, il a pu avoir sa carte SIM pour qu'il soit connecté et pour qu'il puisse suivre ses cours là où il se retrouve, que ce soit au niveau de son établissement, de chez lui, dans son amphi, et n'importe quelle place où il peut se retrouver, il peut suivre ses cours qui sont tout à fait digitalisés. Et qu'est-ce qui est fait cette fois-ci de manière plus concrète pour que les lauréats, en tout cas qui sortent de nos universités, puissent disposer d'un profil costaud, si j'ose dire, pour qu'ils puissent être... on va dire, un profil adéquat avec les besoins du marché de l'emploi et les besoins des opérateurs socio-économiques qui ont des exigences. En fait, la plupart des parcours qui ont été conçus avec justement le monde socio-économique. Et il y a eu beaucoup de conventions qui ont été signées lors des assises régionales qui ont été justement organisées par le ministère de tutelle. Et on a plusieurs programmes de formation justement qui sont lancés cette année et qui sont en réponse parfaite à des commandes pratiquement et des besoins de marché par rapport à plusieurs partenaires du monde socio-économique, notamment des ministères, par exemple le ministère de la solidarité, de l'insertion sociale de la famille. Et les entreprises aussi, pour certaines filières. Les entreprises également, ministère de la transition numérique, de l'éducation nationale, pour ne citer que quelques ministères. Pour maximiser les chances d'intégration dans un marché de l'emploi beaucoup plus exigeant. Tout à fait, rajouter à cela les parcours d'excellence. En fait, aujourd'hui, à côté des licences qui ont été conçus en réponse aux besoins du marché, il y a aussi la possibilité de donner une seconde chance aux étudiants de pouvoir se rattraper et se repêcher si jamais ils n'ont pas pu accéder à des parcours à accès régulé et d'aller au sein de leur établissement, de pouvoir accéder à un parcours grande école. Et c'est ce qu'appelle Monsieur le ministre les parcours d'excellence, où ils vont suivre une formation d'excellence et que assez souvent, c'est adossé également à des partenaires socio-économiques pour répondre à un besoin bien spécifique du marché. Le besoin du marché et le boulevard est ouvert à tout le monde selon les spécificités et les besoins du marché de l'emploi. Madame Fatem Zahra Alami, vice-présidente de l'Université Hassan II de Casablanca et membre expert de la commission sur cette réforme universitaire. Merci beaucoup. Merci à vous. La solidarité avec le Maroc après cette terrible catastrophe naturelle, le séisme d'El Haouz, c'est aussi la volonté chez certains ou alors chez plusieurs touristes étrangers de maintenir leur déplacement et donc dans le pays, dans le Maroc en fait, le pays hôte et en particulier à Marrakech. Beaucoup de visiteurs sont effectivement présents dans la ville ocre, Marrakech. Nous avons recueilli quelques-uns de leurs témoignages avec Abdelhamid Jebran et Dominique Orlando.
Ils avaient prévu de se rendre en vacances à Marrakech bien avant que ne survienne sur toute la région d'Al Haouz le terrible tremblement de terre du 8 septembre. Malgré la sidération et l'incertitude des tout premiers jours, ils ont tout de même maintenu leur réservation et les voici depuis peu arrivés au Maroc. Nous avons été très choqués par l'annonce du séisme. C'était au petit matin du 9 septembre. Nous avons pris notre avion le lundi suivant et nous ne le regrettons absolument pas aujourd'hui. Tout se déroule très bien, les gens sont très courageux et toujours extrêmement hospitaliers. Le séisme, moi je ne trouve pas que la vie de Marrakech a changé. C'est toujours aussi vivant. Nous sommes venus en juin, nous sommes revenus ici en septembre. Et je ne vois pas de changement. Malgré tout ce qu'on peut dire sur les télévisions françaises, je ne vois pas de changement. Pour beaucoup de visiteurs souvent arrivés de très loin, il était très important de maintenir ce voyage au Maroc. En venant sur place, c'est leur entière solidarité qu'ils souhaitaient exprimer. C'est vrai que nous sommes ici en voyage touristique, mais nous sommes aussi présents pour dire à tous les Marocains que nous les soutenons dans cette épreuve qui a coûté la vie à tant de personnes. Comme vient de le dire mon frère, nous sommes ici pour soutenir le peuple marocain dans cette terrible épreuve. Nous sommes de tout cœur avec vous et combien sommes-nous désolés de cette catastrophe. Je dois aussi dire que nous sommes très impressionnés par le courage et la résilience, l'immense solidarité déployée par toute la nation marocaine à laquelle nous souhaitons nous associer. Le Royaume du Maroc, décidément, est un pays pas tout à fait comme les autres. À travers le monde, chacun semble lui réserver une affection toute particulière en temps de crise, mais également à l'unanimité en temps normal. Sport, football et cette bonne nouvelle pour le Maroc. Le Maroc qui a gagné une place pour prendre le 13e rang mondial dans le classement de la FIFA. Les Lions de l'Atlas se maintiennent donc à la première place en Afrique devant le Sénégal qui occupe le 20e rang. C'est cela. La sélection nationale conserve également la première position à l'échelle arabe devant la Tunisie qui est classée 29e. Eh bien, au niveau mondial, l'Argentine reste toujours en tête du classement, suivie de la France et du Brésil. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.